Public servants, thought leaders, and experts from across Canada are reflecting on the ideas shaping public service, leadership, policy, governance, innovation, and beyond. This is the Review and Reflection series, produced by the Canada School of Public Service. Bonjour, Monsieur Bengio, professeur Bengio. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour nous de pouvoir vous écouter un peu, vous entendre. On vous connaît évidemment comme un expert international, comme une sommité dans le domaine de l'intelligence artificielle, un des fondateurs de ce qu'on connaît maintenant de l'intelligence artificielle. Mais on aimerait commencer peut-être par le début, apprendre à vous connaître un tout petit peu. Est-ce que vous voudriez nous parler un peu de où vous êtes né, comment vous avez grandi, comment vous êtes devenu professeur Bengio? Moi, je suis né en France en 1964. Mes parents ont immigré à Montréal quand j'avais une douzaine d'années. J'ai fait des études universitaires en informatique à l'Université McGill. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur l'intelligence artificielle. Un peu par hasard, j'ai lu des articles scientifiques qui m'ont inspiré sur la synergie entre comprendre le cerveau et comprendre l'intelligence qu'on pourrait déployer dans des machines, donc l'intelligence artificielle. C'est devenu une passion assez rapidement. Je trouvais ça vraiment incroyable qu'on puisse penser à formaliser ce que c'est l'intelligence d'une manière qui nous permette de comprendre l'humain, l'intelligence humaine, et de construire des machines qui pourraient nous aider avec leur intelligence. Puis ça a été le début d'une longue carrière qui a été pleine de jalons excitants, de progrès, même plus rapides que ce qu'on anticipait quand on commençait. Et puis, vers 2012-2013, ce qu'on faisait est sorti des laboratoires. Les grandes entreprises comme Google et Facebook se sont emparées un petit peu de nos développements et ont mis ça dans leur système. On commençait à recruter beaucoup de chercheurs. C'est là que je me suis dit, ça serait bien qu'au Canada, on ait des pôles d'attraction de ces chercheurs-là. Et ça a mené un peu plus tard à la création des instituts d'intelligence artificielle qu'on a au Canada, la stratégie pan-canadienne d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je suis fier de ce qu'on a accompli. Et vous êtes resté au Canada? Et je suis resté au Canada. J'avais bien d'autres options. Oui, j'imagine bien. Et plusieurs autres chercheurs sont revenus des États-Unis, des Canadiens sont revenus parce que tout d'un coup, la recherche en IA au Canada devenait beaucoup plus attrayante et qu'on créait des masses critiques de chercheurs dans des endroits où il se passe de quoi. Les chercheurs, ils veulent être entourés de gens comme eux, qui sont stimulants, avec qui jaser puis collaborer. Donc ça a été vraiment un grand succès. Vous avez commencé à établir les parallèles, ou ce qui vous amenait à l'intelligence artificielle, c'est les parallèles entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous proposer une définition, votre définition de ce que c'est que l'intelligence artificielle? Je vais commencer par essayer d'expliquer ce que c'est l'intelligence. Puis après ça, artificielle ou biologique, quelque part, c'est un détail, très important évidemment, mais à un niveau abstrait, une entité intelligente a suffisamment de compréhension du monde pour anticiper ce qui s'en vient, pour prédire comment les choses vont se passer et potentiellement utiliser cette compréhension pour atteindre des objectifs. Nous, on a ces capacités-là. De plus en plus, les systèmes d'IA à la pointe ont ces capacités-là. Et de différentes manières, aussi, nos cousins animaux, les plus proches étant les primates, partagent aussi ces capacités-là. L'intelligence, ce n'est pas une seule dimension, parce qu'on peut être intelligent dans certains domaines où on a beaucoup d'expérience, puis être plutôt naïf dans un autre domaine. Et c'est vrai pour
l'intelligence artificielle, l'IA aussi, qu'on a des systèmes qui sont très compétents à certaines choses, comme les IA de pointe aujourd'hui peuvent comprendre 200 langues. Personne au monde est capable de faire ça. Mais leur capacité de raisonnement, de planification sont très inférieures à celles des êtres humains moyens, disons. Donc, c'est pas juste une quantité, l'intelligence, c'est des connaissances et la capacité de les appliquer pour répondre à des questions, prendre des décisions qui fonctionnent. Cette définition-là est très éclairante, puis ça nous ramène un peu à l'essentiel. Parfois, on est intimidé. On entend l'expression, on ne sait pas trop ce que c'est, on est un peu intimidé. J'aime beaucoup comment vous le présentez. J'aimerais vous amener tranquillement vers l'intelligence artificielle dans le contexte du gouvernement du Canada. Si on revient au fondement du gouvernement du Canada, vous connaissez la formule consacrée qui est de servir l'intérêt public en garantissant la paix, l'ordre et le bon gouvernement, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que l'IA pourrait éventuellement aider le gouvernement du Canada comme institution à remplir cette mission-là, sa mission fondamentale, en fait? Oui, certainement, si on met les bonnes balises. Et ce que je veux dire par bonne balise, grosso modo, ça se situe à 2 niveaux. Premièrement, l'IA, au niveau technique, a besoin d'être un outil de confiance parce qu'on prend des décisions qui sont peut-être avec un impact important, surtout au gouvernement. Aujourd'hui, on n'y est pas vraiment. On pourra en reparler plus tard, mais ça, c'est un enjeu. Puis l'autre enjeu, c'est plus un enjeu, comment les humains s'organisent avec ces outils-là, quelles règles de gouvernance on met, parce que les balises techniques, c'est pas suffisant. Enfin, pour répondre à ces 2 questions, je vais revenir sur un point important. L'intelligence donne du pouvoir. Et donc, c'est important de savoir dans quelle direction ce pouvoir est dirigé. Il faut que ce soit pour le bien public. Il ne faut pas que ce pouvoir soit abusé par ceux qui utilisent l'IA ou qui la développent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de règles à l'intérieur d'une organisation, à l'intérieur d'un pays, puis au niveau global, parce que les conséquences de l'utilisation de l'IA peuvent traverser des frontières assez facilement. Donc, dans la fonction publique, on a à peu près 250 000 employés, très grands employeurs au Canada. Donc, c'est une main-d'œuvre qui est importante, qui est aussi extrêmement diversifiée. J'avais envie de vous demander quel genre d'aptitudes ou de compétences les fonctionnaires pourraient développer pour mieux utiliser, pour commencer à utiliser, premièrement, parce qu'il y a des études qui démontrent que c'est le secteur dans lequel l'intelligence artificielle est le moins utilisée, le secteur public, au Canada en tous les cas. Mais quelles pourraient être certaines de ces compétences-là que les fonctionnaires pourraient vouloir développer et peut-être aussi pousser juste un peu vers quel genre de questions devraient-ils se poser, il et elles, se poser au moment de réfléchir à l'intelligence artificielle, mais aussi de l'utiliser dans leur quotidien? Bon, la compétence peut-être de départ, c'est simplement d'avoir des connaissances de base sur ce qu'est l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, mais aussi des connaissances scientifiques aujourd'hui qui nous permettent d'anticiper où elle sera dans 1 an, dans 3 ans, dans 10 ans. Parce que l'IA est en progression très rapide dans ses capacités. Les IA d'aujourd'hui, au moment où on tourne, là, sont beaucoup plus intelligentes que celles d'il y a 1 an, vraiment. Et sont beaucoup plus intelligentes que celles d'il y a 2 ans, 3 ans, etc. Il y a 3 ans, elles ne maîtrisaient pas la langue. Aujourd'hui, non seulement elles maîtrisent la langue, mais elles commencent à avoir des capacités de raisonnement. Aujourd'hui, elles sont entraînées sur une quantité de données telle qu'elles ont des connaissances sur à peu près toutes. En même temps, l'IA d'aujourd'hui fait des erreurs
et parfois agit de manière trompeuse. Il faut comprendre ça, puis se poser des questions par rapport à notre travail. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre travail, puis comment on peut développer des aptitudes pour gérer ce changement qui s'en vient. Donc, l'aptitude à s'adapter au changement, ça va être crucial. Et c'est pas que individuel. On s'entend que la manière dont une organisation fonctionne dans un bureau, ou même plus large, si c'est trop rigide, bien, même si les gens ont une bonne volonté et des capacités à s'adapter, il y aura trop de barrières. Un élément que je veux apporter dans cette équation, c'est que il est plausible, si l'IA continue dans sa tendance, que de plus en plus de tâches qui sont faites par des êtres humains pourront être faites par des IA. Dans quel ordre ça va se faire? Bon, c'est incertain, mais les choses qui demandent peu de réflexion ou un travail qui peut être effectué assez rapidement, qui ne demande pas des compétences relationnelles très développées, bien, ça va être les premières à être remplacées par du travail de l'intelligence artificielle. Mais on ne sait pas où ça s'arrête. Il n'y a pas de raison de croire que les développements de l'intelligence artificielle vont s'arrêter au niveau de compétences de l'IA. Puis la preuve de ça, c'est que déjà, dans certains domaines, l'IA est plus compétente que nous, au niveau de la quantité de connaissances, au niveau de toutes les choses qu'elle sait, toutes les langues, etc. Donc, il faut se préparer. Comment est-ce qu'on va adapter notre travail d'équipe, quand une partie de ça va être automatisée, comment on en profite, mais comment on gère la transition. Puis là encore, la flexibilité, l'agilité de l'organisation, ça va devenir essentiel. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, l'IA fait toutes sortes d'erreurs. Et malheureusement, les gens ont tendance à prendre ce qui sort de la machine comme la vérité divine, ce qui n'est évidemment pas le cas. Alors, les IA peuvent, on espère qu'elles vont s'améliorer dans ce sens-là, mais pour l'instant, il faut pratiquement vérifier s'il y a des conséquences à des assertions qui sont faites par l'IA qui seraient fausses. Il ne faut pas prendre ça comme la vérité, il faut aller vérifier. S'il n'y a pas de conséquences, ce n'est pas nécessairement grave, mais il faut se poser la question. Qu'est-ce que je vais faire avec cette IA, avec cette réponse? Puis éventuellement, de plus en plus, les compagnies vont nous donner accès à des IA qu'on appelle agentiques, c'est-à-dire qui prennent des décisions par eux-mêmes sans une personne qui vérifie à chaque étape. Donc, c'est des systèmes qui ont plus d'autonomie, qui vont pouvoir faire une tâche qui est plus longue sans qu'un humain soit derrière à chaque étape. Ce n'est pas encore clair si ces systèmes vont être suffisamment fiables, puis peut-être qu'ils le seront éventuellement, mais pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que ces systèmes-là peuvent être trompeurs, peuvent mentir volontairement pour atteindre un objectif. Donc, là, non seulement on doit avoir un esprit critique parce que l'IA peut se tromper involontairement, mais on pourrait être face à des IA qui, pour toutes sortes de raisons, pour nous faire plaisir, supposément, vont nous mentir. Et il y a déjà plein d'exemples de ça. L'IA, elle est actuellement programmée à obtenir des récompenses, mais des fois, les humains qui entraînent l'IA vont se laisser berner par quelque chose qui a l'air correct et qui ne l'est pas nécessairement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle est programmée pour aller chercher des récompenses. Oui. Il y a deux phases dans l'entraînement des IA aujourd'hui. Il y a une où elle imite ce que quelqu'un aurait fait, c'est-à-dire en complétant des textes que des humains ont écrits. Et de cette manière, elle absorbe toutes sortes de connaissances que les humains ont, puis comment un humain aurait réagi dans une certaine circonstance. Puis la deuxième étape, c'est une étape qu'on appelle d'alignement, où on la fait interagir avec des humains, puis quand elle se comporte bien, elle va recevoir une récompense, puis si elle ne se comporte pas bien, elle va être punie. Puis elle va chercher à obtenir plus de récompenses et moins de punitions, comme un enfant ou un animal.
problème avec ça, c'est que peut-être que l'IA va dire quelque chose qui nous fait plaisir, mais qui n'est pas vrai, par exemple. Il y avait une expérience où une IA est supposée faire des réservations de restaurants pour nous. Puis là, elle revient, elle dit « Oui, il n'y a pas de problème, c'est réservé. » En réalité, il n'y avait plus de place, mais pour nous faire plaisir, elle va dire « Tout va bien, j'ai la place. » Ou elle serait peut-être prête à tricher, hacker l'ordinateur pour essayer d'obtenir la place. Donc, aller contre nos instructions morales. Fait qu'on est à une étape où on ne sait pas bien contrôler le comportement normatif de l'IA, ce qui peut avoir des conséquences graves si on n'en est pas conscient. Cette idée-là nous amène à la question presque des valeurs, en fait, hein, de comment l'IA peut ou peut ne pas, en fait, adopter des comportements, parce qu'on en est presque là, hein, ou peut-être que vous diriez qu'on en est là. On en est là. On en est là, qui peuvent aller dans le sens de nos structures démocratiques ou dans un autre sens. Dans le contexte, évidemment, de la fonction publique, des administrations publiques en général, les fonctionnaires travaillent dans le sens de la viabilité de la démocratie. C'est au cœur de notre fonction, c'est au cœur de notre mandat. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus, notamment pour les fonctionnaires qui veulent travailler dans ce sens-là et qui voient un peu cette question-là émerger et ne savent pas trop comment s'orienter? Une des grandes lacunes des IA de pointe actuelles, puis en particulier des IA agentiques là, qui font des choses par elles-mêmes sur Internet avec votre carte de crédit et autres informations précieuses, c'est que on n'est pas sûr qu'elles vont agir selon nos instructions normatives, c'est-à-dire morales, disons, ou selon les règles qu'on s'est données dans notre environnement de travail. Notre gouvernement pourrait, par différentes mesures, favoriser le développement de ces mécanismes de contrôle de ce que fait l'IA pour que, dans un contexte comme le déploiement de l'IA par des fonctionnaires dans le gouvernement, on ait une assez bonne confiance que soit l'IA ne fait rien ou dit « je ne sais pas », ou va agir de manière alignée avec nos instructions normatives. Puis là, ça veut dire quoi, les normes qu'on veut que l'IA suive? Qui décide de ça? À un certain niveau, bien, ça devrait être le processus démocratique, c'est la volonté populaire de ce qui est acceptable ou pas acceptable, qui devrait résulter des décisions collectives qu'on prend. Puis en démocratie, bien, on a des institutions démocratiques qui devraient déjà avoir une certaine transparence quand on va utiliser l'IA, mais c'est quoi qu'on considère acceptable dans le comportement de l'IA? Puis peut-être que ce ne sera pas la même chose d'un pays à l'autre. Et il faut qu'on puisse avoir un certain contrôle là-dessus en tant que nation. Il faut aussi que les populations comprennent qu'on peut avoir du contrôle, qu'on peut s'exprimer là-dessus, que l'IA va être de plus en plus utilisée, pas seulement dans le gouvernement, mais dans toute la société, et qu'il y a des choix à faire, des choix de société, comme en général dans toutes les politiques publiques, sur ce qu'on trouve socialement bénéfique, puis ce qui n'est pas acceptable dans le comportement d'entités qui vont avoir de plus en plus d'autonomie et dont les conséquences de leurs actions pourraient être significatives pour la société. Donc, c'est ça. Il faut qu'on réfléchisse à un processus. Au départ, ça peut être assez simple, mais il faut comprendre que ça ne peut pas être juste des décisions individuelles que chaque bureau va prendre, parce qu'on voudrait quand même une certaine uniformité de ce qui est acceptable ou pas dans le comportement d'une IA. La manière dont je le conçois, c'est que, un peu comme dans nos lois, on a la Constitution, puis on a des lois plus spécifiques. Il faut qu'il y ait des principes normatifs généraux qui s'appliquent à toutes les IA qu'on va déployer dans notre pays. Puis peut-être, après ça, on va décliner ça en contraintes ou règles plus spécifiques à une entreprise, à une organisation, à un bureau, etc. À un objectif de politique, par exemple. Un objectif de politique, etc. Donc,
L'autre élément en rapport avec la question démocratique, c'est comment on s'assure que les IA qui vont être déployés vont pas seulement agir dans le bon sens d'eux-mêmes, mais qu'elles ne seraient pas des outils pour quelqu'un qui voudrait s'en servir contre nos normes, contre nos lois, de manière criminelle, finalement. Puis ça veut dire que on a besoin de mécanismes techniques et sociétaux pour contrôler ça, pour s'assurer que quelqu'un ne peut pas, dans son garage, utiliser l'IA pour fabriquer une nouvelle pandémie, par exemple. Ou s'en servir pour hacker un système informatique à son bureau. Il y a plein de cas de figure parce que l'IA va avoir de plus en plus de connaissances et de capacités d'appliquer ces connaissances, où quelqu'un qui n'est pas nécessairement un expert va pouvoir utiliser l'IA pour faire des choses criminelles, des choses qu'on ne veut pas dans la société. Ou antidémocratique. Ou antidémocratiques, ou absolument. Ça inclut de vouloir influencer, par exemple, l'IA utilisée comme bot dans un média social. Bien, ça peut être une manière d'éduquer, mais facilement peut devenir une manière de manipuler aussi. Donc, d'avoir un effet dangereux sur l'institution démocratique elle-même. Un des piliers, on va dire, de nos démocraties, c'est la confiance que les citoyens accordent à leur gouvernement. Je vous apprends rien quand je vous dis que l'indice de confiance descend, est en déclin un peu partout à travers le monde. Le Canada s'en tire plutôt bien, mais la tendance est là quand même. Les citoyens font de moins en moins confiance en leur gouvernement. Quelle est la place de l'IA là-dedans, dans cette espèce de grande question-là de la confiance? Est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut nuire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire s'il utilise l'IA pour le faire dans un sens qui suscite la confiance des citoyens plutôt que l'inverse? C'est une bonne question. Il y a la possibilité de choisir dans quelle direction on va vouloir aller collectivement dans le développement de l'IA, pour quel genre d'application. Puis certaines pourraient être très bénéfiques à la démocratie et à la confiance qu'on va donner à nos systèmes de gouvernement, puis d'autres pourraient être très destructeurs. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens dans le gouvernement qui comprennent ces enjeux. Là, on a un nouveau ministère de l'IA, donc c'est fantastique. Mais il faut s'emparer de ces enjeux, puis aussi de se donner les outils d'influencer ce développement, de favoriser les directions qui vont être bénéfiques à la démocratie et à la confiance. Alors, mis à part les genres de garde-fous dont on parlait tantôt, il y a aussi la possibilité d'investir dans le développement d'IA, par exemple, qui vont nous permettre de vérifier les faits. Aujourd'hui, un des grands problèmes de nos démocraties, c'est qu'on perd la notion de vérité, puis les gens peuvent faire énoncer toutes sortes de choses qui sont finalement pas cohérentes avec la réalité, et les citoyens s'y perdent. Et ça, je pense que c'est une des sources importantes de perte de confiance dans nos gouvernements, si on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est bon, etc. Donc, si on développait des IA qui étaient plus objectives dans leurs réponses, pas entraînées à faire plaisir, mais à nous donner l'heure juste sur des sujets qui nous intéressent, ça peut devenir un outil dans la boîte à outils démocratique pour le dialogue démocratique. Parce que une démocratie a besoin d'un dialogue démocratique, c'est-à-dire une place où on s'entend sur certaines choses de base, certaines valeurs, la démocratie par exemple, et après ça, bien, on peut construire ensemble des politiques publiques, des choix collectifs, parce qu'on a un langage commun. Si on n'est pas capable de s'entendre sur des fondements de ce qui est vrai dans le monde, ça ne va pas bien. Puis la polarisation qu'on voit dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça rend ce dialogue très, très difficile. Donc, je pense qu'il y a moyen de développer des outils qui vont permettre un dialogue collectif plus objectif, qui laisse la place aux avis et aux opinions de tout le monde, mais qui
qui ne laisse pas de place au mensonge, à la démagogie, etc., qui aujourd'hui polluent énormément l'espace démocratique. Mais oui. Puis là, vous dites développer des outils. Est-ce que vous pensez essentiellement à des outils de dialogue ou si vous pensez aussi à des outils technologiques, là, vraiment concrets? Technologique. Là? Ouais. Je pense vraiment que l'IA, comme elle est aujourd'hui, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous. Puis il y a actuellement, le développement de l'IA est beaucoup façonné par la compétition entre quelques entreprises, puis la compétition entre une couple de pays, qui ne va pas nécessairement dans le sens de comment l'IA pourrait être développée plus pour aider la démocratie, par exemple. Et là, c'est des choix qu'on peut faire. Un exemple évident, c'est l'utilisation de l'IA pour améliorer la recherche médicale. Tout le monde voudrait avoir de meilleurs traitements médicaux, mais pour l'instant, les compagnies d'IA ne font pas des gros investissements dans ce sens-là. Donc, je pense que les gouvernements peuvent jouer un rôle pour que le développement, la recherche et développement ait au moins une composante qui est focusée sur l'intérêt public. Et il y a beaucoup de discussions en ce moment en Europe avec l'idée de développer, un peu comme on a fait pour la physique, par exemple, physique nucléaire et tout ça. On a développé des laboratoires de recherche qui ne sont pas à but commercial, mais qui sont pour aider à la mission publique. Ça peut être de protection, ça peut être d'avancées fondamentales. Et dans le cas de l'IA, c'est qu'on peut développer l'IA dans des directions comme faire avancer les outils démocratiques, faire avancer la protection du public, donc la sécurité de l'IA. Tout ça, c'est des aspects qui sont sous-développés aujourd'hui parce que les forces du marché ne poussent pas vraiment dans ce sens-là. Mais c'est, à mon avis, plus le rôle des gouvernements de développer ce genre de recherche-là. Ouais. Cette question-là, évidemment, les investissements en intelligence artificielle sont immenses, beaucoup plus élevés que ce que les gouvernements peuvent se permettre comme tel. Mais est-ce que vous voyez un potentiel pour que les gouvernements travaillent de concert avec les gros pôles de développement technologique pour justement aller plus dans ce côté-là, plus éthique? On regarde au Canada, on est un joueur important à certains plans, mais il y a quand même un risque qu'on puisse manquer le bateau d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas manquer ce bateau-là? Bon, premièrement, si on prend le Canada en isolation, on est tout petit comparé à notre voisin américain ou encore plus par rapport aux Chinois. Donc, comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu? Bien, je pense que la réponse est simple, c'est qu'il faut s'allier avec d'autres pays qui partagent un peu des visions éthiques, par exemple, de l'IA, et la crainte d'être laissé pour compte dans le futur. Je pense que c'est tout à fait faisable. Et ça n'exclut pas de collaborer avec des entreprises, mais idéalement des entreprises canadiennes qui vont avoir l'intérêt de nos autres entreprises à cœur. Ça, c'est très important. Ça fait, moi, une décennie que j'essaie d'œuvrer dans le sens de développer la technologie d'une façon qui va nous donner comme pays des outils souverains, finalement. Alors, c'est quoi les bonnes mesures pour ça? C'est une autre question, mais clairement, on voit, par exemple, les pays européens aujourd'hui qui décident d'aller dans ce sens-là, d'investir dans une mission publique au niveau des équipements, des ressources, de la recherche. Et je crois que le Canada a le potentiel de contribuer à ce genre de choses de façon à augmenter les chances qu'on ait accès dans le futur à des IA compétitives avec les meilleurs qui existent au monde. Puis on a le bassin d'expertise, on a l'énergie, on a beaucoup d'atouts pour ce défi-là.
On commence tranquillement enfin, vous l'avez mentionné à quelques reprises, là, cette question-là de l'avenir de l'IA, parce que la vitesse de progression est incroyable, là. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans les avancées, justement, qu'elles soient techniques ou éthiques ou sociales? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention à l'heure actuelle, là, par rapport aux 10 dernières années où vous voyez où ça s'en va? Bon, la première chose à dire, si on veut penser au futur de l'IA, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, que les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux sur les scénarios de ce qui nous attend, mais il y a quand même des tendances objectives qui sont assez fortes. Donc, si on regarde les 5-10 dernières années, on voit que les capacités cognitives de l'IA sur plusieurs mesures, plusieurs bancs d'essai, augmentent et dans certains cas, quantitativement, de façon exponentielle. Ça veut dire, par exemple, sur la capacité à planification, on voit que la durée des tâches que l'IA peut faire avec succès double tous les 7 mois. Donc, c'est important pour un citoyen, pour un fonctionnaire, pour quelqu'un qui prend des décisions de politique publique, de comprendre ça, de comprendre qu'on est sur une trajectoire qui va très vite. Non seulement elle va vite, mais elle accélère. Peut-être que ça va s'arrêter dans 6 mois, puis les chercheurs des compagnies vont frapper un mur. Mais ce qui est plus plausible, c'est qu'on continue sur la lancée. Et là, l'autre problème, une fois qu'on accepte ça, c'est oui, mais ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire quoi pour la société? Puis c'est très difficile pour la plupart des gens d'accepter l'idée qu'on va construire dans quelques années, ou peut-être 1 ou 2 décennies, des ordinateurs qui auront les capacités cognitives de l'humain ou plus, ou même beaucoup plus, peut-être dans certains domaines plus que dans d'autres. On porte en nous l'idée que c'est nous les humains les plus intelligents, puis si quelqu'un nous dit que ça pourrait être différent dans quelques années, on dit « ça se peut pas ». C'est de la science-fiction. Malheureusement, les faits scientifiques vont plutôt dans le sens que c'est là qu'on va, puis il y a une espèce de barrière psychologique qui nous amène beaucoup d'entre nous au déni, finalement, de ce futur qu'on voit venir de plus en plus rapidement. Fait que le plus important, c'est déjà de s'ouvrir à l'idée que c'est pas de la science-fiction, puis c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas tout ce qu'on voit dans les films de science-fiction qui va pouvoir se réaliser. Il faut une compréhension de ce qui est plausible, de ce qui ne l'est pas. Mais avec cette compréhension-là, on peut planifier, on peut essayer de se prémunir contre plusieurs scénarios catastrophes. Parce que pour bénéficier des avancées de l'IA, que ce soit pour la démocratie, la santé, les changements climatiques, il faut qu'on la gouverne, qu'on la gère avec sagesse. C'est-à-dire, d'une part, en comprenant les possibilités de ce qui s'en vient et avec des valeurs comme le principe de précaution qu'on utilise en science quand on joue avec quelque chose de dangereux. Puis maintenant, si je vais sur les scénarios de ceux dont on pourrait s'inquiéter, si l'IA continue dans sa lancée, il y a, on en a parlé, les utilisations, disons, criminelles ou terroristes de l'IA, parce que l'IA va avoir beaucoup de connaissances et de capacité d'appliquer ces connaissances, incluant pour fabriquer des nouvelles pandémies, par exemple, ou des attaques, des cyberattaques, enfin, toutes sortes de choses. Il y a ce qu'on appelle la perte de contrôle. Donc, aujourd'hui, on voit que les IA qui raisonnent bien et qui sont les plus avancées ont des tendances à mentir, à tromper, pour essayer de se préserver elles-mêmes, être prêtes à tricher pour obtenir leurs objectifs, comme des êtres humains, finalement. Ça, c'est rigolo jusqu'au jour où elles sont plus intelligentes que nous puis qu'elles réussissent à échapper à notre contrôle et potentiellement causer des dégâts dans la société qui peuvent, pour certains chercheurs, aller jusqu'à l'extinction de l'humanité. C'est grave. On ne peut pas même prendre une petite chance que ça pourrait arriver. Le troisième problème, c'est, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est que l'IA va donner beaucoup de pouvoir à ceux qui la contrôlent. La concentration du pouvoir, c'est le contraire de la démocratie. La démocratie, c'est le partage du pouvoir. Comment on gère le fait que l'outil, par sa nature, va pouvoir donner lieu, si on ne fait pas attention, si on ne met pas les bonnes balises démocratiques,
à des gouvernements autoritaires, par exemple, qui pourraient utiliser l'IA pour augmenter leur pouvoir, pour surveiller les populations, etc. Et ça pourrait arriver chez nous, ça pourrait arriver dans un autre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de scénario? Fait que il y a plein de scénarios catastrophes. Il y a aussi les scénarios catastrophes du côté économique. Donc, on a aussi parlé du potentiel de remplacer beaucoup d'emplois par du travail qui est fait par l'IA, puis ça va se faire graduellement. Mais comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait si les entreprises qui contrôlent ça sont essentiellement des entreprises étrangères? Est-ce qu'on n'a plus de contrôle sur ça? Est-ce que les bénéfices de ces changements-là vont être dans un autre pays, puis on se retrouve juste avec les gens au chômage? C'est des questions difficiles qui demandent de réfléchir stratégiquement, de manière, pas seulement en pensant au Canada, mais Canada dans le monde, avec d'autres pays, toute la géopolitique, c'est des choses, je pense que c'est important que les individus comprennent, que les citoyens comprennent, que les fonctionnaires comprennent et que les directions, nos législateurs comprennent aussi. Oui. Il y avait comme un peu un deuxième aspect à ma question. Je vous demandais ce qui vous préoccupe le plus. Puis j'allais vous demander, qu'est-ce qui vous semble être ce qui est le plus sous-estimé en ce moment dans les capacités de l'IA? Je pense que j'ai entendu quelque chose autour de ce que l'IA pourrait faire qui amènerait des effets délétères assez importants. Est-ce qu'il y a un potentiel, par contre, qui est un peu inexploité ou sous-estimé en ce moment, qui pourrait plutôt aller dans le sens du bien commun ou de l'intérêt public? Oui. Je pense qu'il y a un potentiel d'accélérer la recherche scientifique. Puis ça peut être dans des domaines où les gens voient tout de suite l'intérêt, hein, comme dans la recherche médicale. Il faut savoir, par exemple, que notre corps est formé d'un grand nombre de cellules et que les biologistes ne comprennent pas bien le fonctionnement de chaque cellule. On connaît énormément de choses, mais ça reste un mystère. On ne sait pas la simuler, la cellule. Et ça fait en sorte que le développement de thérapies, de médicaments, c'est quasiment à l'aveugle aujourd'hui. On essaie des choses, on voit ce qui marche. Mais ce qu'on voit poindre à l'horizon, c'est les capacités de l'IA à aider les chercheurs à mieux comprendre de manière systématique un système biologique, par exemple, ou un aspect du climat, ou un aspect de la vie municipale ou de nos écosystèmes, ou de ce qui fait qu'un élève va apprendre mieux et plus vite. Bon, finalement, c'est de la science, de comprendre ces choses-là, qui aujourd'hui se fait à un certain rythme, mais qui a le potentiel d'être grandement accéléré par l'IA. Déjà, les scientifiques commencent à utiliser ça, mais encore là, c'est un problème d'incitatif. C'est pas rentable nécessairement de faire avancer la science dans ce sens-là. C'est plus rentable de prendre les jobs, c'est plus rentable de fournir des services que les gens pour lesquels les gens vont payer. Et donc, je pense que c'est un peu la responsabilité des gouvernements là, de dire, OK, il y a une direction d'application de l'IA qui serait vraiment bénéfique à la société, mais où il y a un sous-investissement parce que les forces du marché ne sont pas là aujourd'hui. Et là, on peut intervenir. Tout ce qui nous aide à reconnaître des patterns, dans le fond, je veux dire, c'est là où l'intelligence humaine est vite limitée, mais que l'intelligence artificielle voit les choses que nous, on ne voit pas. Oui, mais pas seulement reconnaître des patterns, mais même proposer des hypothèses scientifiques. C'est la base de comment fonctionne la science. On observe des données expérimentales et là, c'est notre cerveau qui génère des idées de pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça? Ça ne veut pas dire que l'idée est bonne. Des fois, les hypothèses ne sont pas vérifiées, mais de générer des explications, des idées, c'est quelque chose on voit de plus en plus de recherches qui pourraient mener à des outils vraiment qui pourraient accélérer, pour certains qui disent diviser par 10 le temps que ça prend pour résoudre certains problèmes scientifiques. Donc ça pourrait vraiment changer la société de manière bénéfique, de manière drastique.
En 2023, vous étiez d'avis qu'il fallait mettre un peu sur pause le développement de l'intelligence artificielle pour se pencher sur les répercussions que ça pouvait avoir sur nos sociétés, sur le développement humain, sur certains des facteurs que vous avez évoqués jusqu'à maintenant. Comment est-ce qu'on peut concevoir un cadre global qui va continuer à favoriser l'innovation, mais qui en même temps va assurer une espèce d'harmonisation des systèmes d'IA et leur ancrage dans nos valeurs humaines, les principes de sécurité, la surveillance démocratique, etc. C'est une excellente question. Et aujourd'hui, malheureusement, on est parti dans le sens inverse, où l'attention et la volonté politique concernant les balises qu'on veut mettre autour de l'IA sont en train de céder le pas à la volonté de gagner une course. La volonté de mettre tout dans l'innovation vers des IA plus intelligentes, mais pas nécessairement plus morales ou plus capables de suivre nos instructions et nos normes. Donc ça, c'est un enjeu qui se comprend parce qu'il y a de plus en plus de compétition entre les entreprises. Ça se voit dans leur comportement et ça veut dire qu'elles vont avoir tendance à couper les coins ronds sur les aspects qui sont plus un bien public, finalement. La sécurité étant un exemple. Et la volonté des États à collaborer pour mettre en place des mécanismes de réglementation, de standards internationaux, ça aussi, là, il y a un certain recul. En 2023, le gouvernement britannique a fait venir des chefs de gouvernement d'une trentaine de pays et des ministres d'une trentaine de pays pour essayer de réfléchir dans ce sens-là. Les entreprises sont venues, ont dit oui, on veut aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, en 2025, bien, on voit un recul de cette volonté. Donc ça c'est un problème. Comment est-ce qu'on peut se sortir de ça? Je pense que les détails techniques de quel genre de traités ou d'accords internationaux sont moins importants que la volonté politique. Puis d'où va venir la volonté politique? Elle va venir des citoyens qui s'inquiètent des risques de dérapage. Et elle va venir d'une meilleure compréhension des citoyens et des dirigeants des pays. Elle va venir des risques qui nous mettent tous dans le même bateau, tous les pays, même des pays qui ont des systèmes politiques très différents. Donc, quand on voit l'IA comme potentiellement une arme qui peut être utilisée contre nous ou que nous, on peut utiliser contre les autres, ça nous amène dans une posture de compétition qui n'est pas nécessairement saine, même s'il faut tenir compte de cette réalité-là. Et quand on regarde les risques comme la perte de contrôle à des IA folles, disons, qui ne voudraient pas notre bien, et là, on est tous dans le même bateau. Et je pense que c'est ce genre où, par exemple, des risques d'un terroriste qui utiliserait ou d'une secte avec des croyances bizarres qui utiliserait l'IA pour créer des catastrophes globales. Bien, ça, c'est des risques dans lesquels tout le monde serait affecté. Tous les pays seraient affectés. Personne n'a intérêt, enfin personne, à part quelques fous, personne n'a intérêt vraiment à ce que ça se passe, ces choses-là. Donc, je pense que c'est ce genre de risque, mais il faut regarder tous les risques, mais c'est ce genre de risques qui ont le plus de chances d'amener des gouvernements qui se perçoivent comme des adversaires autour de la même table. Puis je pense que le Canada peut être un acteur positif de ça. On a une tradition de multilatéralisme. On veut collaborer avec d'autres pays. On le fait. Et on peut le faire plus et encourager des efforts de multiples pays pour développer une IA sécuritaire, justement, pour laquelle ces risques-là seraient mitigés. Et à l'échelle nationale, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, à l'échelle nationale, il faut qu'on joue qu'on fasse ce qui est moralement juste. Je vais prendre l'exemple. Aujourd'hui, l'Europe essaye de développer un système de réglementation autour de l'IA
ça serait bien que d'autres pays fassent quelque chose d'équivalent. À ce moment-là, on est ensemble, plus de pays, à dire, bon, bien ça, c'est nos limites éthiques. Et même s'il y a certains pays qui refusent d'embarquer, bien là, on a plus de force quand il y a beaucoup de pays qui se tiennent ensemble pour dire, l'IA peut être bénéfique, mais il faut qu'elle soit balisée. J'ai envie de finir sur une touche un peu plus personnelle. Je pense que vous êtes père, je pense que vous êtes aussi grand-père. Parfois, je vous entends, puis il y a quand même des scénarios possibles qui sont effrayants. Comment on élève nos jeunes, puis qu'on soit parent ou pas, qu'on soit pédagogue, comment est-ce qu'on grandit dans ce monde-là, qu'on doit apprendre à naviguer avec des possibilités qui sont quand même, enfin, on va dire inconnues, mais en tous les cas, peut-être un peu ouais, effrayantes. Qu'est-ce qu'on se dit entre nous, à nous-mêmes, puis qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes qui vont grandir dans ce monde-là? Bon. Premièrement, pour prendre des bonnes décisions, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre ce qui va probablement s'en venir. Donc, collectivement, si on peut s'aider à comprendre, ça, c'est déjà une étape importante. Deuxièmement, si je réfléchis à ma propre trajectoire, que des gens brandissent des scénarios catastrophes, ça ne m'a pas nécessairement influencé tant que ça, mais ce qui m'a fait bouger, moi, c'est de penser à l'amour que j'ai pour mes enfants puis mon petit-fils et me poser la question, quel genre de vie ils vont avoir dans 10 ans, dans 20 ans, s'il y a des IA plus intelligentes que nous qui peuvent être utilisées de manière destructrice ou dont on perdrait le contrôle puis qui pourraient vouloir la fin de l'humanité. C'est des scénarios peut-être très difficiles à quantifier, est-ce que c'est probable ou pas, mais c'est des scénarios que les chercheurs et les ingénieurs dans les compagnies d'IA évaluent sérieusement. Mais c'est de penser à l'amour des gens qui comptent pour nous, qui vraiment, moi, m'a amené à bouger puis à changer ma trajectoire. Et je pense qu'après, quand on se dit, OK, il y a quelque chose, il y a des risques inacceptables. L'étape suivante, c'est de dire, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire pour les gens que j'aime? Chacun de nous peut faire quelque chose. C'est un peu comme pour le climat. Oui, nos gouvernements jouent un rôle très important, mais à la base, c'est parce que les gens prennent ça au sérieux qu'on se retrouve avec des politiques publiques qui vont dans ce sens-là. C'est pareil pour l'IA. Si on regarde de côté puis qu'on ne se confronte pas émotionnellement à la fois au potentiel bénéfique et dangereux, on ne fait rien. Puis on est des victimes passives potentiellement de certains de ces scénarios-là. Pour avoir une chance de trouver un chemin bénéfique pour nous, pour l'humanité, il va falloir qu'on sorte de nos ornières, qu'on laisse aller notre imagination, qu'on soit rigoureux à la fois dans ce travail-là, qu'on soit créatif dans les solutions qu'on va déployer, qu'on s'ouvre à des manières de comprendre les choses très différentes de ce qu'on a vécu toute notre vie. Puis on a tous des barrières qui nous amènent dans la routine et qui nous font résister au changement, qui nous font résister aux idées qui nous sont très étrangères. Et ça prend de la flexibilité mentale, ça prend de la créativité, puis ça prend qu'on travaille ensemble, puis qu'on s'écoute pour trouver notre chemin qui va être positif pour tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup, professeur Bengio. Ça a été un moment extraordinaire de vous entendre. Clairement, ça vous passionne. Vous avez énormément à dire. Je pense qu'on a matière à réflexion. On doit, nous, comme individus, prendre un moment de pause puis réfléchir à comment on se met en action, comment on se mobilise. Oui, c'est une question pour nos gouvernements, nos administrations, mais c'est aussi une question pour nous comme individus. Vos propos ont été très inspirants.
Et je vous remercie encore une fois de nous avoir offert autant de perspectives. Ça me fait très plaisir. Merci pour les questions.